Nous sommes en l'an 1390, au cœur de la guerre de Cent Ans. Dans les terres de Provence vivait un jeune garçon nommé Florian Trévisan. Élevé dans un couvent catholique, il grandissait sous l'égide de la foi, persuadé que la force divine était son plus sûr rempart face aux tourments de la guerre contre les Anglais. Un jour, le destin croisa sa route. Un chevalier l'emmena au château du domaine, là où se rassemblaient tous les hommes d'armes de la région. Fasciné par leur prestance et leur honneur, Florian fit alors le serment de devenir lui aussi chevalier, afin de servir son pays et son Dieu. Les années passèrent. Aux côtés de son ami Nicolas, qui deviendrait plus tard son fidèle écuyer, Florian s'entraîna sans relâche. Leur devise était simple, combattre avec courage, festoyer avec ardeur, puis reprendre les armes. Les batailles forgèrent peu à peu sa renommée. De simple soldat, il se fit adouber sur un champ de bataille, en Allemagne, par le grand-duc de Senlis. Désormais, il se battait pour la France, pour l'honneur des faibles et pour la gloire de sa foi. Ainsi, sous les regards admiratifs des chevaliers de Provence, Florian Trévisan fut consacré chevalier rouge, symbole de bravoure, de loyauté et d'amour éternel. Moi, je m'appelle Florian, j'habite à Marseille et je suis maçon. Pour commencer, justement, je ne suis pas médiéviste. Il y a une différence entre médiéviste, qui est historien dans l'histoire médiévale, donc à partir du master et jusqu'au doctorat, et les personnes qui sont comme moi, médiévalistes, histophiles, bref, j'adore le Moyen-Âge, j'adore l'histoire et la culture de mon pays, et donc j'essaie de transmettre cette passion aux autres, et puis j'ai une certaine appétence pour la bagarre. Comment j'ai commencé ? Je suis tombé dedans en 2013. Le grand frère d'un de mes meilleurs amis d'enfance m'a vu en lendemain, alors que j'étais en lendemain de soirée, j'étais un petit con de 19 ans. Et il m'a dit, pas de question, tu montes dans la voiture. Je suis monté dans la voiture, je me suis endormi dans la voiture, je me suis réveillé dans un château, des gens se tapaient dessus, j'ai dit, ok, je signe. J'ai eu la chance de commencer et de faire mes armes auprès d'une compagnie, non pas de médiévale, mais de grandeur nature, Somnium Bellator, compagnie extraordinaire. À la suite, j'ai fondé avec un excellent ami à moi, une compagnie qui s'appelait La Corp. Une fois cette aventure terminée, je suis rentré dans le monde médiéval pur et dur, au sein d'une association qui fait du combat médiéval et du béour. Le béour ne m'intéressant pas spécifiquement, je me suis orienté vers une autre compagnie qui s'appelle Entre Bravoure et Sortilège, et là je me régale. Sur la chaîne Ceus Productions, on a déjà parlé des AMHE avec les gars du lendemain, du béour avec le clan Lichfer et des combats plus classiques médiévals avec l'os des temps jadis. Toi, en ce qui concerne les combats, tu fais quoi ? Dans aucune de ces catégories. Je fais ce qui s'appelle du full contact médiéval. Grosso modo, les règles de béour de duel interdisent certaines choses que nous on autorise. Et nous, nos combats vont en général à la victoire, à la mise au sol. Il y a à la fois le côté très sportif qu'on peut retrouver dans des matchs de pro fight, et d'un autre côté, un côté très artistique que l'on fait non pas en tournoi, mais dans les fêtes médiévales classiques. Et là, ça s'approche plus du catch. Pourquoi ? Parce que le public n'est pas là pour voir des personnes qui vont faire un combat au premier service. Donc victoire à la touche. Non, nous, on se rentre dedans, on se met au sol, et le but, c'est de s'amuser, et de faire adhérer le public aussi, parce qu'ils viennent pour ça. Il se trouve que dans une armure médiévale, là, c'est des armures de la guerre de Cent Ans. Dans une armure médiévale, il y a 3 failles. La première, c'est la gorge. Ça marche aussi. Ça marche aussi, Zampo. La première, c'est la gorge. La deuxième, c'est les aisselles. Encore les aisselles. Voilà, c'est les aisselles.
Et la troisième, bon, vous avez compris. Alors, Le Chevalier Rouge, ça, c'est un roman d'un historien médiéviste, d'ailleurs, qui se nomme Miles Cameron. Et c'est un chevalier responsable d'une compagnie de mercenaires, donc de condottieri, dans une espèce d'Angleterre fantastique, mais tout de même fait par un historien, donc avec d'excellentes références et une narration que je trouve absolument parfaite. C'est le meilleur roman que j'ai lu. Je me suis énormément attaché au personnage principal du Chevalier Rouge. J'en avais fait un personnage de GN que j'ai gardé pendant presque 10 ans. Et à la suite de ça, lorsque j'ai décidé de me lancer, tout simplement, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ce nom. Lorsque j'avais fait ma cotte d'armes, donc j'ai utilisé mon nom de famille, Trévisan, qui vient de Venise. Donc lorsque j'ai refait ma cotte d'armes, j'ai francisé le logo de Venise, de la maison Trévisan, qui est de là-bas, et je l'ai fait selon mon code couleur, qui est le rouge, le noir et l'or. Et donc, n'étant pas communiste, je reste tout de même le Chevalier Rouge. Et du coup, le Chevalier Rouge, il est chrétien. Tout à fait. Chevalier Rouge. Enfin, le Chevalier Rouge, grosso merdo, c'est moi. Lorsque je faisais en jeu de rôle en grandeur nature, j'aimais faire des personnages qui me ressemblent parce que je vois ça en me disant qu'est-ce que je ferais dans cette situation. Et le Chevalier Rouge, c'est une projection de moi-même en 1390. Au beau milieu de la guerre de 100 ans, en fait, tout simplement. Donc le Chevalier Rouge, en fait, c'est Florian le Trévisan de Venise. On est d'accord, dans une histoire alternative, dans un autre univers. Ouais. Et c'est plaisant de se dire ça aussi. Moi, ça me rajoute de l'immersion, de mon côté. Je sais pas pour toi, mais... Oui, pareil, moi, je suis Quentin de Monteillé. Voilà. Lors du dernier tournoi, j'ai reçu un impact de hache sur ma visière. Alors désormais, pour ne pas m'abîmer les yeux, je porte les lunettes Terre de France. Fabriquées dans le Jura, elles offrent une excellente protection. Et elles rentrent parfaitement sous mon casque. Penses-tu qu'un médiéviste ou un médiévaliste peut vivre de sa passion ou c'est entièrement bénévole? C'est une excellente question, ça va dépendre de quoi. Est-ce qu'il veut vivre de sa passion en tant qu'intermittent du spectacle, donc notamment via de véritables spectacles, en portant un véritable bagage historique. Mais dans ce cas-là, il faut justement que ce médiévaliste devienne médiéviste, au moins. Et puis à côté, il faut avoir le statut intervenant du spectacle. C'est une possibilité. Certains, d'habitude, toutes les organisations médiévales sont bénévoles, mais certains le font en entreprise, ou sous couvert d'association, en fait, sont salariés d'une association. Si c'est parfaitement bien organisé, je ne vois pas du tout où est le problème, en fait. Si c'est parfaitement bien fait, je ne vois pas où est le problème de gagner sa vie et d'en faire justement sa vie. Et moi, de mon côté, je le fais via les réseaux sociaux et les partenariats que ces derniers m'apportent. Nous sommes en guerre. Troisième nuit de violence dans la ville où est mort le jeune Naël. Lily, une enfant transgenre de 8 ans. J'ai montré ce pass sanitaire. 49, alinéa 3 de la Bon les gars, on se reprend main ? Petite anecdote sur la vidéo Terre de France qu'on a fait. Je déteste les pommes, j'ai jamais aimé ça. On a fait 2 ou 3 plans, à chaque fois je devais croquer une pomme, et je parle. On s'est dit bon, comment on va faire? Moi je fais attends. Et bref, et parfait le plan. Du coup on l'a gardé. Ça a commencé comme beaucoup de belles histoires en France, c'est-à-dire autour d'un morceau de fromage et d'un quart de rouge. Le PDG de Terre de France m'a dit bah tiens Flo, ça te botte d'éclater des télés et qu'on te filme ça en armure. Moi je dis mais carrément faisons ça. Et lors du tournage de la pub qui devait être un one shot à la base, on s'est fait un petit plaisir en impro sur la pub du shampoing où je parle comme quoi j'aime rentrer dans ma province natale après avoir éclaté les Anglais. Parfois, quand je suis fatigué d'éclater les Anglais qui rôdent sur nos terres et que je retourne dans ma Provence natale, quel plaisir de retrouver les douces senteurs de lavande du gel douche Terre de France.
Je suis presque tenté de le prendre avec moi pour la prochaine campagne. Mais bon, c'est les copains qui vont se foutre de ma gueule. Et cette pub en impro a fonctionné du tonnerre de Dieu. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas faire des collaborations 2 à 3 fois dans l'année et faire toute une série de pubs ou de vidéos historiques. Le poivre n'avait plus de valeur que l'or. Au Moyen-Âge, il était monnaie courante de montrer sa richesse, que ça soit via ses atours, sa demeure, ou bien surtout à table. Lors des banquets et festins, les épices, plus précisément le poivre, étaient très prisés en France. Sauf que la reprise de Jérusalem par Saladin a fait grimper le cours de ce dernier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bloqué les importations. Le prix du poivre dépassa celui de l'or. Certains payaient même leurs marchandises et leurs taxes, non pas en or, mais en poivre. Mon fils de 4 ans, qui est à côté de moi actuellement, aimerait devenir chevalier. Quel conseil lui donnerais-tu ? Il a déjà le tempérament. Il n'a pas peur, il a une fausse timidité, il est curieux de beaucoup de choses. C'est ce qu'il faut. Pour être un chevalier n'est pas qu'un combattant, un chevalier se doit d'aimer avant. Donc, et pour être un chevalier, il faut être un bon chrétien aussi. Sinon, nous ne sommes pas chevaliers. Donc, tu devras d'aimer, de travailler et surtout d'être résilient. Parce que l'ingratitude est partout. Ouais, en tout cas, tu retiendras ça. L'essentiel s'appelait Florian. Ouais. Prends juste flotte. Tu me passes de l'eau, j'ai soif, s'il te plaît. Pièce romaine du IIIe siècle, le symbole de bravoure et sortilège. Celle-là, donc, c'est le symbole justement de l'ordre qui frappait les pièces de monnaie officiellement. Pièce du dauphin de France lors de la guerre de 100 ans et les pièces frappées par Raymond Roger Trincavel. Et moi, quand je suis pas chevalier, je suis beaucoup de choses. Donc, je me suis reconverti dans la maçonnerie après avoir quitté le monde du commercial, de l'ingénierie et de la data. Je bosse dans la nature, je restaure des fermes médiévales ou de la Renaissance qui sont absolument magnifiques. Je suis très engagé aussi auprès d'une association d'Airsoft. Et enfin, je me suis engagé en politique. Oui, l'idée, c'est de faire vraiment des parties d'Airsoft, vraiment en termes de simulation militaire. Donc il y a des chars, il y a des camions de transport de troupes. Moi, je suis servant de lance-roquettes j'ai fait servant de lance-roquettes sur une OP, opération d'Airsoft. Et en politique, tu peux rentrer un peu en détail ou pas ? Bien sûr, c'est très simple. Je considère que la France, c'est ma mère, ma femme et ma fille. C'est ma mère parce que je lui dois tout. C'est ma femme parce que je l'aime plus que tout. C'est ma fille parce que je donnerai ma vie pour elle. En faisant du médiéval, vraiment en rentrant dans le côté médiéval, en travaillant cette historicité, je me suis mis évidemment à me renseigner parce que lorsqu'on l'ouvre, ça la fout mal de dire une connerie. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce pays et de cette histoire, de cette culture. Et donc je suis rentré en politique aussi pour la défendre et la promouvoir. Depuis que j'ai plus d'anglais à éclater, la vie me paraît plus fade et je me sens un peu patraque. Heureusement que j'ai découvert le sel de Guérande Terre de France, nature ou aromatisé. Depuis, chaque repas a une saveur particulière. À consommer avec modération, bien sûr. Quelles sont les batailles qui t'ont le plus marqué dans ta vie de médiévaliste ? La première qui m'a le plus marqué, j'étais encore rôliste, c'est lorsque je suis allé pour la première fois au Conquest of Mythodea en Allemagne. J'avais jamais fait de grande bataille. J'ai toujours été un peu bourrin. Et là, je vois mon précédent maître d'armes de l'époque qui me dit « Flo, tu passes en deuxième ligne. » T'es mort. Moi, deuxième ligne ? Oui, ok. Et là, je vois des troupes de hallebardiers d'un côté, je vois des combattants de l'autre et tout. C'est du fantastique. Hein. On était 800. J'avais jamais vu autant de monde au même endroit, en armure. Et dans la même phalange. Et là, mon pote Mathias, donc mon maître d'armes Mathias, me regarde et me dit « On est dans la merde. Comment ça ? On n'est pas assez nombreux. » Il est fou, lui.
Là, je vois une nana en face, dans le champ d'en face, qui commence à brailler des incantations en allemand. Et là, je crois qu'elle nous dit bonjour, non? Non, non, ça pue. Ah, comment ça? Et là, je vois un nuage de poussière, il devait être 2500 en face. Ma toute première bataille. J'ai vu Mathias, mon maître d'armes, faire un vol plané, tomber et dire « Oh, je retourne en Allemagne !» Et il y retourne. Voilà, c'est la première fois que j'ai eu peur pour ma vie en combat. Première et unique fois. Sinon, un moment qui m'a marqué, c'était cette année lors de l'assaut du château, lors de l'attaque du château de Saint-Quentin-Falavier. Parce qu'on était avec donc notre compagnie Bravoure et Sortilège, et on s'était fait faire des codes d'armes à tes souhaits, aux couleurs de la compagnie. Nous sommes fait faire donc des codes d'armes aux couleurs de la compagnie. On a fait un petit fer de lance avec notre ours en première ligne, et on a chargé. Et en fait, on était censé reculer. Et bon, ben, le recul s'est fait dans l'autre sens, on va dire. Et lorsque nos amis nous poussent derrière, lorsqu'on pousse nos amis devant, et qu'entre-temps, on envoie quelques coups d'épée sur la tête du collègue en face, on est dedans. On est dedans, et c'est plaisant. C'est vraiment plaisant. Ça, c'est mes plus beaux souvenirs de combat. Bah, dans mon garage, j'ai un petit encart comme ça, où j'ai tous les dessins et les médailles que m'ont offert les enfants. Ah ouais? Ouais, parce que il faut que le public comprenne, il faut que vous compreniez, public, que lorsqu'on fait ce type de sport, le dimanche soir, quand on rentre d'un événement, harassé, fatigué, courbaturé, avec les sacs d'armure, si on est en appartement, on prie pour que l'ascenseur fonctionne, et quand l'ascenseur fonctionne pas, on est là, mais pourquoi je fais ce sport? Et ben quand je rentre dans mon garage et que je me dis, mais pourquoi je fais ce sport? Et je vois les dessins, je me dis, ouais, ça vaut le coup. Une fois, sur une médiévale, à un événement, j'étais prêté au sein de la compagnie de Trincavel, donc c'est au médiéval de Biot, à côté d'Antibes, dans le sud de la France. On fait un spectacle de trébuchets et de couillards, et on me tirait dessus au trébuchet des sacs de farine qui m'ont explosé dessus au contact, et je vois un traître, c'était très rigolo. Et à un moment, je vois une petite fille qui vient, qui me fait un câlin, et qui me fait « T'es pas un traître, hein, t'es un gentil, hein. » J'en avais les larmes aux yeux, c'était trop chou. Merci Quentin, ton travail est absolument extraordinaire et j'ai la chance d'avoir rencontré une personne aussi chouette que toi. Oh, c'est adorable. T'as vu comme je suis un bon faillot? Ça c'est pour qu'il me coupe bien au montage. Un dernier truc que j'ai oublié, tu peux parler de ton écuyer? Ouais, bien sûr. Il y a 1 an et demi, toujours avec la compagnie Trincavel, on a fait une médiévale au château de l'Empéry. Donc château de l'Empéry, château de Catherine de Médicis, à Salon-de-Provence. Et un membre du public passe et me dit « Pouah, c'est trop bien !» J'avais 2 armures. Je lui dis « Bah tiens, t'en veux une? Tu essayes ?»« Ah ouais !» Et du coup, on a fait plusieurs choses. On s'est battu, on a fait des spectacles publics, on a bu des bières, on s'est rebattu, on a refait des spectacles publics, on a rebu des bières, on s'est battu. Vous avez compris la suite. Et depuis, il est tombé dedans. Et il est justement en train de s'équiper parce que j'ai bien envie de le cogner vu que j'ai pas pu faire de médiéval avec lui ce week-end. Eh bien, je te laisse prendre ton épée, ton bouclier et ton casque et tu vas le taper. On va taper quand? Allez, on y va. Mon gant passe, c'est bon.
Ah, à ton tour. Vas-y, pose ça. Ah, t'avais pas mis la jugulaire? J'ai pas besoin que celui-là. Oui. Va me l'enlever, tu vas voir. C'est ce que je dis souvent. C'est qu'en combat, on se marbre la gueule, mais une fois qu'on enlève les casques, on vient tous plaider. C'est un peu comme le rugby. Un peu, mais y a pas de ballon. Sergent Trévison, veuillez fouiller cette maison. Oh, attendez. Mais c'est mon ancêtre.